La vie est un jeu. C'est le titre de ce nouveau podcast. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Petite absence, car j'étais à ma conférence à Abidjan pour laquelle je voulais fortement me concentrer. Et puis, j'avais pas tout le matériel nécessaire pour enregistrer depuis la Côte d'Ivoire. Donc, disons que on va pas faire ça n'importe comment. On va tranquillement et patiemment enregistrer quand on rentre. Et ça y est, je suis rentré à Paris, j'ai pu redescendre, j'étais à Courchevel, des vacances formidables, et j'avais fait une vidéo qui disait « La vie est un jeu ». Et je pense que oui, ça mérite un podcast. D'ailleurs, pour finir avec la partie promo, je la fais tout de suite. Le 18 avril, je suis à Montréal, prenez vos places. Et le 20 juin à Paris, prenez vos places urgemment parce que les prochains événements ne sont pas encore annoncés et quand ils arriveront, j'expliquerai. Et ce sera des petits formats qui arriveront dans quelques temps. Et puis, mon livre « J'obtiens ce que je veux » qui est disponible. Et puis, si vous êtes dans un pays lointain, rapprochez-vous de votre librairie parce qu'il y a de plus en plus de magasins qui possèdent le livre. Enfin, rejoignez mon groupe privé. Pareil, c'est sur le site internet. Vous aurez accès, par exemple, à la première saison qui est une formation sur la manifestation. On est déjà à 6 épisodes à l'heure où je vous parle. Et une masterclass qui arrive très bientôt, normalement le 21 février, sur le groupe privé également, et qui sera accessible uniquement aux personnes qui sont abonnées à ce groupe privé. C'est parti! La vie est un jeu. La vie est un jeu dont les règles sont connues de tous. Alors déjà, je commence par les personnes négatives, parce qu'il faut commencer par ceux-là, qui vont te dire, oui, mais le jeu est pipé, les règles sont pipées, tout est joué d'avance, la politique, la justice, et même l'accession à la richesse, les règles ne sont pas claires, et même en suivant les règles, on n'y arrive pas forcément. Non. Moi, je vous répondrai ceci. C'est juste qu'on vous a donné les mauvaises règles. C'est pas que les règles ne sont pas bonnes. C'est qu'on vous a donné les mauvaises règles à suivre. Les règles qu'on nous a données depuis tout petit, c'est quoi? C'est très simple. Quand tu es enfant, il faut que tu aies les meilleures notes pour arriver au diplôme, avoir ton bac, avoir ton diplôme supérieur, et tu auras un travail très bien rémunéré. Ok? Ça, ce sont les règles que la société nous a données de base. En fait, ces règles du jeu sont les règles les plus simples à suivre. C'est pour ça qu'on les donne. Ce sont les règles les plus simples, les plus palpables normalement. Oui, évidemment que si tu n'as pas un diplôme dans un métier en tension, style communication, où tout le monde veut faire ça, style marketing, où tout le monde veut faire ça, ou alors des métiers que le marché n'a pas besoin, parce qu'il faut bien comprendre qu'on parle d'un marché, et on oublie souvent cela. Si vous avez des études en philosophie, en ethnologie, des métiers où justement il n'y a pas, le marché n'absorbe pas tant de personnes que ça, évidemment que vous allez penser que le jeu est tronqué, puisque le jeu ne vous dit pas que, attention, si vous êtes 100 personnes à avoir le diplôme, le marché ne pourra en prendre que 10. Je vous fais un parallèle avec le football, par exemple. Le football, dans les centres de formation, il y a pléthore de jeunes qui sont présents, pétris de talent. Pétris de talent. Et pour autant, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas forcément le meilleur sur le terrain qui signe pro. Ce n'est pas le meilleur sur le terrain qui va signer pro. C'est celui qui va rentrer dans le système de l'entraîneur. C'est-à-dire que l'entraîneur, quand il va aller voir l'entraînement des jeunes, il va regarder les joueurs
Et par rapport à son système qu'il a en tête, il va dire, ce jeune-là, j'en ai besoin. Et tu vas te dire, mais attends, mais celui qui est numéro 9, qui marque 15 buts, etc. Oui, mais moi j'ai déjà un numéro 9 performant. Prenez par exemple le Real Madrid. Le Real Madrid a Mbappé. Pourtant, ils ont d'autres attaquants, mais ils ont Mbappé. Aussi fort soit-il le jeune qui est derrière, il ne passera pas devant Mbappé. Donc, tu pourrais lui dire que les règles du jeu sont pipées pour lui parce qu'on lui a dit que si tu es performant, un jour, tu auras ta chance. Tu n'auras pas ta chance tant que Mbappé soit là. Elle sera là. Tu n'auras pas. Tu vas jouer des bouts de match quand Mbappé va vouloir se reposer, mais tu n'auras pas ta chance. Tu vas faire quoi? Tu vas rester là et tu vas te dire que, ah, comme les règles sont comme ça, je vais rester là, je vais attendre. Non, non. Il faut comprendre donc qu'il y a d'autres règles que les règles qui ont été appliquées. On rentre dans le détail, par exemple, des règles. Une des règles, par exemple, que beaucoup de gens de la broculture aiment discuter dans la vie de tous les jours, mais n'appliquent pas les règles de ce jeu-là, c'est par exemple la politique, la représentation et le vote. Pourquoi je dis ça? Par exemple, les personnes sont là et ont des intérêts. Des groupements de personnes ont des intérêts. La télé vous schématise les choses en vous disant les immigrés, les enfants d'immigrés qui sont français, les Français avec leur concept complètement faux, fallacieux du français de souche, la population musulmane, la population juive, etc., etc., etc. Vous font des catégories qui n'ont aucun sens. Parce que dans la même catégorie, vous n'avez pas forcément les mêmes intérêts. Une personne riche dans une catégorie n'a pas les mêmes intérêts qu'une personne pauvre dans la même catégorie. Une personne vivant dans un quartier dans cette catégorie-là n'a pas les mêmes aspirations qu'une personne vivant dans le 16e. C'est pour ça qu'il y a parfois des mouvements que les gens ne comprennent pas. Mais, en plus de ça, il y a l'idée du nombre. Et l'idée du nombre est quelque chose qui est très très mal compris par la plupart des gens. L'idée du nombre, c'est quoi? C'est de se dire que il faut à tout prix que j'ai une influence sur ce qui se passe. Pour avoir une influence sur ce qui se passe, il y a donc l'idée du nombre. Si par exemple, il y a 200 000 personnes, et je vous assure que vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est énorme. Par exemple, les syndicats ont plus d'adhérents que les partis politiques. Vous pouvez vérifier. Les syndicats ont plus d'adhérents que les partis politiques. Alors que ce ne sont pas les syndicats qui font les voix, qui font les votes. Ce sont les partis politiques. Les syndicats se font des luttes. Donc, vous voyez bien que la population s'est trompée de combat. S'est trompée de combat, n'a pas compris les règles du jeu. Il devrait y avoir plus de gens avec une carte dans un parti qu'avec une carte de syndicaliste. Et l'idée, c'est quoi? C'est que les gens, ils s'asseyent et se disent, oui, ce parti-là, il fait telle loi, vas-y, non. Les règles du jeu ne sont pas comme ça. Le parti suit ce que les membres lui donnent. Le parti suit ce que les membres lui donnent. Ça veut dire que s'il y a 100 000 personnes demain qui décident d'être LR, vous allez voir comment le hack, il est fort, qui décident d'être LR et qui disent, qui remontent à leur chef. Vos histoires là, de Français d'abord, nanana, etc., c'est pas explicitement dit comme ça chez les LR. Mais voilà. Votre alliance bizarre que vous voulez faire avec le RN, nous, les adhérents, on n'en veut pas. Vous pensez vraiment qu'ils vont aller contre les adhérents? Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de parti? Il y a des primaires au sein du parti. Donc, l'adhérent va voter pour quel candidat il veut. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Le candidat va voir que, dans le parti, les gens sont plus de ce courant-là. Et qu'est-ce qu'un politicien fait? Lui, il veut gagner. Donc, il change son discours. Le politicien est quelqu'un qui vous vend quelque chose. Il vous vend une idéologie, mais il vous vend une idéologie pour plaire à un maximum de personnes.
Regardez le nombre de présidents qui sont arrivés au pouvoir avec une idée. Et puis, quand ils ont senti que le vent avait tourné, ils ont décidé de tourner leur politique pour arrêter d'avoir des gens dans la rue. Alors que peut-être que, et même certainement parfois, ce n'était pas leur idée de base. Ce n'était pas le programme pour lequel ils étaient élus. Et ça, par exemple, vous avez des jeunes étudiants en économique qui sont aussi des hackers et qui ont utilisé les règles du jeu pour contourner le système boursier et financier. Comment? Ils se sont regroupés et bon, c'est pas quand même des personnes très pauvres non plus, ce sont des personnes qui sont dans de certaines familles, etc. Donc ils ont pu regrouper certaines sommes, faire des groupes et dire à chacun mets ce que tu veux, etc., etc., etc. Ils ont regroupé des sommes assez colossales qui leur ont permis de faire quoi? Qui leur ont permis, par exemple, si je dis pas de bêtises, ça devait être pendant le Covid, il y avait un magasin de jeux vidéo qui était en train de s'effondrer, littéralement. Littéralement. Ils l'ont fait revivre en rachetant des parts de ce magasin. Ils ont fait couler littéralement des fonds d'investissement parce qu'il y a des fonds qui parient pour votre perte, qui parient sur le fait que votre action va s'effondrer, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Ils ont choqué le monde de la finance et ils continuent de le choquer parce qu'ils connaissent les règles du jeu. Les règles du jeu, ils savent comment parier pour des actions à la hausse, comment parier pour des actions à la baisse, comment avoir une influence dans une politique d'une entreprise. Ils ont tellement été forts que maintenant, sont devenus des investisseurs éthiques, à savoir qu'ils prennent des participations énormes dans des grosses entreprises pour les faire infléchir sur leurs décisions environnementales, leurs décisions éthiques, leurs décisions morales. Donc le jeu n'est pas pipé. Le jeu a des règles qu'il faut savoir étudier. On va prendre le cas encore, on revient un peu en arrière sur la politique. Normalement, la meilleure façon de choisir un candidat serait de faire autant de tours que de candidats. Par exemple, on met 20 candidats. Eh bien, il devra avoir 19 tours. 19 tours, pourquoi? Parce qu'on devra éliminer qu'un à chaque fois. Ce qui pousserait les gens à faire quoi? À vraiment voter pour qui ils veulent. Pas à voter pour le meilleur candidat pour ne pas qu'un autre candidat gagne. Et ça change tout. Ça change tout dans le rapport de force et dans le vote potentiel. En votant pour qui tu veux vraiment. Et si vous regardez les gens, vous allez remarquer que ils ont des idées et des candidats dans leur tête qui sont complètement différents de ceux pour qui ils votent au final. Vous verriez déjà des noms être un peu plus hauts. Et surtout, vous verriez que certains candidats seraient très loin derrière alors qu'ils sont propulsés au devant de la scène. Et quand tu fais un vote comme ça, tu arrives au vrai gagnant. Comme une compétition de football. Une compétition de football ou une compétition de basket, les équipes s'affrontent. Et pourquoi on trouve que le gagnant est légitime? Même si des fois tu as un bon parcours, tu as un parcours un peu facilité parce que la grosse équipe a perdu contre la petite équipe, etc. Mais pourquoi le champion est légitime? Parce qu'il a fait plusieurs tours avant d'arriver au final. Il n'a pas joué qu'un ou deux matchs. Et pourtant, pour choisir un président ou une présidente, on fait 2 tours. Ce qui paraît un peu grotesque du point de vue mathématique. Parce que ça ne permet pas aux gens de pouvoir proposer des idées, du débat profond et un sens critique. Mais comme on connaît les règles du jeu, vous connaissez les règles du jeu, et bien partez à la source de la règle. La règle dit quoi? La règle dit que au premier tour, ne votez pas trop mal pour que vos intérêts soient à peu près respectés au second tour, ou pas que quelqu'un qui est totalement à l'envers de vos idées ne gagne. Mais ce ne devrait pas comme ça que ça devrait marcher.
Vous devriez partir à la source. Le parti que vous pensez qui peut être au second tour, potentiellement, et devrait avoir une large adhésion au niveau des adhérents. En ayant une large adhésion au niveau des adhérents, ce parti-là aurait plus de moyens pour faire plus de campagnes, pour être beaucoup plus puissant dans le discours, pour être invité beaucoup plus de fois parce que les chiffres ne mentent pas. Et au final, peut-être même au final, dès le premier tour, être puissant. Être puissant. Et là, ça change radicalement les choses. Vous êtes acteur, vous ne subissez pas. Toutes les règles du jeu vont en faveur de celui qui agit, pas de celui qui subit. Prenons le cas de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, en particulier en France, est connu pour être très taxé, compliqué, etc. Déjà, je tiens à dire que c'était beaucoup plus facile avant qu'aujourd'hui. Et voir des gens parler comme si trucs, ça me fait rire. C'était beaucoup plus dur avant. Le droit d'entrée était plus dur. Le niveau, la pression fiscale était plus forte. Il n'y avait pas autant de niches d'exonération qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de niches d'exonération d'investissement qu'aujourd'hui. Vraiment. Donc, quand on connaît les règles du jeu, on sait que c'est très simple. La France taxe le revenu. La France taxe le revenu. Donc, par exemple, si vous êtes un patron de société, que vous payez en salaire, ce sera extrêmement taxé. Si vous êtes patron d'une société que vous payez en dividende, ce sera déjà beaucoup moins taxé. Mais encore pire, si vous ne touchez pas cet argent, que vous le remontez dans une holding, c'est encore moins taxé. Qu'est-ce qui se passe avec la holding? La holding, elle va avoir une propension à vous permettre de réinvestir cet argent-là. Et en réinvestissant cet argent-là, d'aller chercher du crédit. Ce sont les règles du jeu en France. Le crédit n'est pas taxé. Le crédit n'est pas un revenu. Donc, comme le crédit n'est pas un revenu, que font la plupart des patrons, des puissants en France? Ils vivent du crédit. Ce qui fait qu'ils payent le moins de taxes possible, puisqu'ils remontent les dividendes auprès de leur holding, qui leur permet des abattements formidables. Ils payent un revenu subsidiaire en tant que chef d'entreprise, qui lui est taxé, et en plus de ça, ils réinvestissent de l'argent qui leur permet encore de baisser des taxes, etc. Les règles sont connues de tous. Les règles vous disent par exemple que, oui, n'achète pas une maison en nom propre, achète-le via une société SCI, une société qui est prévue pour gérer un bien et être moins taxée qu'en nom propre. Cette société est aussi un bon vaisseau pour transmettre ses biens à ses enfants en étant bien moins taxé que tout ce qui est prévu par rapport à l'héritage classique. Quand les gens se plaignent de quelque chose, à chaque fois je me dis, mais la règle est simple. Il y a déjà une contre-règle à la règle. Et en fait, toutes les règles ont une contre-règle. On dirait, oui, mais il ne pourrait pas faciliter la vie. Non. Pourquoi? Parce que la philosophie du pays dans lequel nous résidons, par exemple en France, est une philosophie catholique, est une philosophie où l'argent est vu comme mauvais de base. Donc si l'argent est vu comme quelque chose de mauvais, tu comprends la philosophie de la chose, tu comprends ce qui se passe, tu sais que de toute façon c'est dans un pays où on considère l'argent comme quelque chose de mal, le riche comme quelqu'un de pas bien. Il n'y a pas de souci. Tu fonctionnes avec les règles du jeu. Je ne vais pas trop étaler ma richesse, je ne vais pas trop flex, je vais flexer un petit peu. Et mon argent va quand même grandir parce que je connais toutes les règles qu'il faut pour le faire grandir et je vais avancer. La vie est un jeu avec des règles et en fait les règles sont à connaître. Maintenant, il y a les règles qui ne sont pas visibles de tous.
Eh bien, il faut rentrer dans les cercles qui connaissent les règles. Il faut rentrer dans les cercles qui connaissent les règles. Par exemple, je ne sais pas lever des fonds. Je ne sais pas comment attaquer un fonds d'investissement. Je ne sais pas comment parler au fonds d'investissement. C'est un petit monde, un monde fermé, etc. Moi, perso, ce ne sont pas des gens que je poursuis en ce moment. Je préfère avoir une gestion classique des choses et pérenniser ce que je suis en train de faire avant éventuellement d'ouvrir un capital ou non. Mais allons dans ce pas-là. Le monde de l'investissement, le monde de la levée de fonds, c'est un petit monde de gens qui ont été à peu près dans les mêmes écoles, ok? À peu près dans les mêmes écoles, dans le même sérail. Et donc, c'est un petit sérail où on sait à peu près qui est qui, ok? C'est pour ça que vous voyez à peu près le même type de profil, ingénieur, etc., sortant de Ponce et Chaussée, de l'ESSEC, HEC et compagnie. Parce que généralement, ceux qui travaillent dans les fonds sont aussi les gens qui sont dans les mêmes écoles qu'eux. Donc, ce sont des profils. En fait, celui qui donne les fonds comprend le profil à qui il donne le fonds. Ce qui est logique. C'est même une logique, en fait. C'est une règle du jeu simple, logique. Donc, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez aller dans les grandes écoles. Vous allez me dire, ça coûte trop cher, j'ai pas les moyens. Pas de souci. Revenons en arrière. Vous êtes un entrepreneur. Vous allez monter votre boîte. Vous savez par exemple que si votre boîte n'a pas de data claire et précise, elle ne vaut pas grand-chose, même si vous avez l'idée du siècle. Déjà, il faut travailler de la data. C'est quoi de la data? C'est travailler des données. Montrer que votre application ou votre solution trouve des clients. Même si ce n'est qu'une vingtaine de clients. Trouve des clients. Trouve des clients, génère du chiffre, et qu'en fait, l'argent qui va arriver va permettre de décupler cet investissement. On va prendre le cas, par exemple, parce que c'est dans la même lignée, un artiste qui reçoit de l'argent d'une maison de disques. Cet artiste, donc, est sur les réseaux, est présent en streaming, et par un jeu de data, on va voir que cet artiste peut générer 500 € par mois. Okay. C'est ce qu'il génère déjà. Okay. Donc on sait que, avec pas grand-chose, il génère 500 € par mois. Donc la maison de disques, elle fait quoi quand on investit sur lui? Elle fait un pari. Elle fait un pari en se disant, bon, on va pas rentrer dans les détails sur les subventions, tout ça qui leur permet de récupérer leur argent. On va faire très simple. Elle suppose que, et c'est pour ça que la maison, signer dans une maison de disques, c'est juste faire de la levée de fonds. Elle suppose que si je lui donne 30 000 €, il va tripler ses revenus mensuels. Donc, il va passer de 500 à 1 500 € par mois. Donc, lissé sur 12 mois, ça veut dire qu'il va générer 18 000 €. L'avance, je la recoupe sur l'argent qu'il fait, donc il ne peut pas toucher d'argent pour l'instant. Moi, je table sur le fait que, allez, si ça redescend un peu, dans 2 ans, j'ai au moins récupéré l'argent que j'ai investi. Le reste, ce sera du bonus. Et si je fais bien mon travail et que je vais chercher les subventions qu'il faut, j'aurai fait du bénéfice sur lui, puisque l'investissement aura permis de générer une économie, et cette économie sera validée par les institutions. Tu connais les règles du jeu. Donc tu sais que quand tu prends de l'argent comme ça, tu sais ce que la maison de disques attend de toi. Tu lèves des fonds, c'est la même chose. On attend de toi à ce que tu fasses un multiple de 10 parce qu'on a mis 1 million d'euros, qu'avec rien, tu as réussi par exemple avec rien à faire 10 000 € par mois. Eh bien on s'attend à ce que tu fasses 100 000 € par mois parce que nous on a mis 1 million. Alors ça se trouve que tu vas pas faire de bénéfices pour l'instant, c'est pas très grave. Tu vas recruter des gens, tu vas payer des salaires, etc. Peut-être que même tes 100 000 € vont être là et vont faire que tu as un petit déficit. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que la règle dit que est-ce que tu es capable de passer de 10 000 € de chiffre d'affaires à 100 000 € de chiffre d'affaires par mois?
avec l'argent qu'on t'a donné. Donc, est-ce que cet argent peut te permettre de faire de l'acquisition client? À partir du moment où tu ne poses pas la question de la règle du jeu, quelle est la règle? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Évidemment que tu vas te sentir floué. Parce que si la règle, on te dit que ce n'est pas de faire du bénéfice, c'est de faire de la croissance, et que toi, tu ne fais pas de la croissance, mais que tu fais du bénéfice, tu n'as pas compris ce qu'on attend de toi. Et ça, j'ai eu des cas de jeunes entrepreneurs qui ne comprenaient pas pourquoi le fonds n'était pas content et avait même l'intention soit de les sortir, ou soit eux-mêmes de sortir, quitte à ce que ça coule la boîte. Si le fonds, son objectif, c'est de faire un x10, c'est que son objectif, c'est de valoriser les parts à un certain prix et pouvoir les revendre et sortir et faire encore un multiple en matière de levée de fonds. Donc, eux, ils gagnent plus d'argent à ce que tu fasses de la croissance qu'à ce que tu fasses du bénéfice. Tu vois, c'est mathématiquement très simple. C'est comme si t'es marié avec quelqu'un et puis t'as jamais posé la question de l'éducation des enfants. Et puis tu te rends compte que elle aime tabasser les enfants. Alors que toi, tu ne supportes pas ça. Il y en a un qui s'est trompé dans le menu là. Il y en a un qui s'est trompé dans les objectifs. Les objectifs ont été très clairs. Moi, je tape pas les enfants. Oui, mais t'as pas demandé à l'autre si cette personne, elle adhère. Tu montes un business avec quelqu'un et tu ne poses pas la question de pourquoi cette personne veut monter le business avec toi. Maintenant, quand la personne monte le business avec toi, il s'avère que la personne n'est plus en France. Ok, génial. Mais est-ce que tu ne lui as pas posé la question? Est-ce que son chemin de vie, ce que cette personne voulait dans la vie, était en concordance avec ce que toi, tu voulais dans la vie? Difficile à dire. Difficile à comprendre. Et c'est en ça que, en ne se posant pas les bonnes questions, on ne comprend pas les règles du jeu. Les règles du jeu ne sont pas cachées en soi. C'est juste qu'il y a des lignes d'information qui n'arrivent pas à certaines personnes. Et quand tu comprends les règles d'un jeu, c'est facile. Tout d'un coup, ça devient très facile. Tout d'un coup, ça devient très, très facile. Je vous donne un cas. Une fille que je connais, elle est généralement en galère d'argent. Très belle fille, blonde, yeux bleus ou yeux verts, je ne sais plus. L'archétype de la Barbie. Ok? Cette fille, il y a vraiment des gens très puissants qui lui écrivent, qui veulent la voir, etc. Elle a passé récemment 3 mois à Saint-Barthélemy, etc. Vous allez me dire, je ne suis pas là-bas, je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais je crois en son intégrité. C'est une fille qui ne donne pas son corps. S'il y a une chose qu'elle ne fait pas, c'est donner son corps. Pourtant, il y a énormément d'hommes qui, des fois, même passent au téléphone avec elle. Et ça, j'en ai été témoin. J'étais à côté d'elle. Téléphone avec elle et qui vont dire reste au téléphone avec moi, t'inquiète pas, je t'envoie un petit PayPal tout de suite. Ou je t'envoie un virement. Et vraiment, je l'ai vu. Les gens qui, ils sont en train de discuter ensemble. Il a combien ton loyer? Et qui lui paye un loyer, juste pour qu'elle reste au téléphone avec eux, discuter avec eux, parce qu'ils aiment entendre sa voix, ils aiment parler de certaines choses avec elle, parce qu'ils n'ont personne autour d'eux avec qui parler de ça, même pas leur compagne. Même pas leur compagne. Qu'elle sert de pot de fleurs, et elle en a conscience qu'elle est un pot de fleurs, un beau pot de fleurs, qu'on peut balader un peu partout, et qui sert de faire valoir auprès des autres puissants. De se dire, et ça c'est une règle du jeu par exemple, de se dire que quand tu viens avec une femme extrêmement belle, c'est que tu es puissant, tu as des moyens. Et vraiment, dans le monde dans lequel vous vivez, sachez-le, dans le monde des puissants, des gens riches, la beauté de votre femme prouve la
puissance et votre capacité à dépenser. En plus, qu'elle porte montre votre puissance. On peut être d'accord ou pas être d'accord avec ces règles, mais ces règles existent. En fait, c'est vraiment ça le point fondamental avec tout ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se battent contre des règles qui existent avant eux. C'est-à-dire, ces règles, elles sont déjà là. Elles vous préexistent. Elles sont là dans le temps. On peut s'en offusquer. Mais elles existent déjà. Le simple fait que, par exemple, il y a des gens qui vont se plaindre toute leur vie de l'esclavage, du colonialisme et les dégâts que ça a fait dans les économies. Et ne pas se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose, exactement pareil, mais qui ont suivi les règles du jeu et qui s'en sont sortis, ça prouve que il y en a qui ne veulent pas comprendre quelles sont les règles du jeu. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais la Malaisie est un pays à la base, non pas la Malaisie, la Singapour est un pays à la base qui ne devait pas devenir une puissance. C'est une île dont la Malaisie ne voulait plus. On parle de quelque chose qui est un abandon de base. Cet abandon a créé une puissance. Parce que ce sont des gens qui, par instinct de survie, ont recréé des règles en partant des règles existantes. Des règles existantes disaient que il y a des entreprises dans le monde qui ont besoin de rentrer en Asie. Il s'avère qu'il y a pas mal de pays asiatiques qui sont là, mais qui ne sont pas assez adaptés à la modernité de l'économie. Eh bien, formons nos gens à la modernité de l'économie et surtout, donnons-leur ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un endroit où on paye peu de taxes, où le capital est sécurisé, et où on a une fenêtre vers l'Asie. Singapour a fait le travail. Et aujourd'hui, pour ouvrir un compte à Singapour, il faut être extrêmement riche. Extrêmement riche. C'est en ça que, quand on connaît les règles, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. On ne peut pas se dire, je m'extrais du marché en vivant selon ma logique. Parce que ça aussi, c'est une autre règle, c'est une autre conséquence. S'extraire du marché et vivre en autarcie, c'est refuser la règle mondiale. Alors qu'on peut très bien jouer avec la règle mondiale tout en mettant en avant les spécificités de son pays. Par exemple de la Thaïlande. En Thaïlande, en tant qu'étranger, vous n'avez pas le droit de posséder la terre. Vous savez que la maison que vous avez posée sur la terre, elle a un certain nombre d'années. Et qu'après, elle ne vous appartiendra plus, elle reviendra à l'État thaïlandais. Pourquoi? Pourquoi cette règle du jeu? Cette règle du jeu a regardé les autres règles du jeu. Les autres règles du jeu qui disent que les gens qui ont le capital viennent et rachètent tout pour posséder littéralement un pays. Vous avez un roi. Il ne peut pas se permettre de perdre son pouvoir sur son propre territoire. De deux, il faut créer des personnes suffisamment fortes et riches dans le pays pour permettre au pays d'avoir une assise financière. Pour créer cette génération de personnes de middle class et de personnes riches, il faut créer les opportunités dans le pays. En faisant quoi? En appliquant des règles qui permettent un protectionnisme. Pas qui vous exclut du jeu mondial, du jeu de l'économie, non. Mais qui vous permet simplement de protéger les vôtres, tout en acceptant les capitaux étrangers. Donc, quand vous créez une entreprise en Thaïlande, vous devez prendre 4 Thaïlandais avant de prendre un étranger. Sinon, vous payez une surtaxe de 50% du salaire que vous donnez à la personne. Le SMIC d'un étranger est beaucoup plus haut que le SMIC d'un Thaïlandais. Ce qui vous pousse à prendre des Thaïlandais. Ce qui pousse à avoir des Thaïlandais beaucoup mieux formés. Ce qui pousse une génération de personnes
qui vont avoir une vie meilleure par rapport aux précédentes. Ce qui pousse donc à la création d'une middle class. Le foncier, c'est pareil. Le fait que les Thaïlandais aient accès au foncier, ça pousse les étrangers à travailler avec des Thaïlandais pour pouvoir construire dessus. Ce qui pousse donc à les payer et donc à créer des personnes qui commencent à avoir des revenus plus hauts que les revenus qu'ils avaient avant. Ça ne marchera pas partout, mais ça marchera dans des lieux où ça ne va pas déranger l'étranger d'investir ainsi. Parce que, in fine, le ticket d'entrée est moins cher que dans beaucoup d'autres endroits dans le monde. Règles du jeu. Les règles du jeu existent. Je contourne les règles en utilisant la règle existante. La Thaïlande. Règles du jeu de la vie de tous les jours. Vous savez qu'un policier, pour arrêter quelqu'un, il va être au faciès. C'est humain. Tout le monde fait du faciès. Tout le monde fait du faciès. Boîte de nuit font du faciès. Même vous, dans la rue, quand vous marchez et que vous voyez quelqu'un suite à capuche avec sa démarche, vous vous faites une idée de qui vous avez affaire. Alors que ça se trouve, c'est un petit nounours qui revient juste de la salle. Et puis par rapport à la couleur de peau, comme la société vous a mis des règles du jeu par rapport à telle couleur ou telle couleur, vous avez intégré ces règles-là. Par exemple, récemment, quand je regardais sur les réseaux sociaux, on voyait des jeunes noirs ou arabes parler de zoo en voyant des jeunes leur ressemblant être en train de faire la fête en Thaïlande. En écrivant « faire 10 000 km pour se retrouver au zoo, quelle dinguerie !» ou des choses comme ça, ce genre de phrases. Comment on arrive à insulter ses propres semblables d'animaux, de mots similaires aux gens qui ne vous aiment pas. Ce qui prouve que la règle a tellement été bien imbriquée dans la tête de tout le monde que les gens sont incapables de réfléchir autrement. Donc vous savez que la police contrôle au faciès. Vous êtes au courant. Vous êtes au courant de la règle du jeu. Vous êtes au courant de la règle du jeu et du fait que ça va être ça, ils vont avoir certains mots, parce qu'ils savent que vous n'allez pas faire certaines choses. C'est là qu'intervient le savoir. Premièrement, comment je m'habille pour pas qu'ils me regardent. Et oui, comment je m'habille pour pas qu'ils me regardent. Où je vais traîner pour pas qu'ils me regardent. Et par-dessus tout, quel langage à avoir pour rester dans ma sécurité et ne pas être confronté à de la violence. Par exemple, un jeune, la dernière fois, m'a dit, c'est un jeune d'un quartier que je n'avais pas vu depuis longtemps, m'a dit « Franck, merci. Depuis que j'ai ma carte d'électeur dans mon portefeuille, les contrôles se passent très bien. » Pourquoi ? Parce que la majorité des jeunes qui contrôlent n'ont pas de carte d'électeur et donc ne sont pas susceptibles d'avoir une influence sur la politique du pays. Un policier est connecté aux lois du pays. Un policier va bien se comporter avec le dit citoyen modèle. Il ne va pas contrôler pareil une vieille dans le Périgord, un jeune dans le 93. Et si les jeunes dans le 93 utilisent les mêmes techniques que la vieille du Périgord, le contrôle se passe différemment. Carte de votant, carte d'électeur, carte de parti. Ça, c'est un combo incroyable. C'est un combo incroyable. Mais on va plus loin. Habillé d'une certaine façon. Je peux vous assurer que le nombre de fois, parce que moi, avant, j'étais aussi dans ce truc-là de « ouais, contrôle que les noirs, pourquoi ?» Depuis là, j'ai 18 ans, j'ai plus jamais été contrôlé de ma vie. J'ai été contrôlé en Thaïlande. Oui,
Là-bas, j'étais contrôlé. Même au Danemark, on ne m'a jamais contrôlé. Je vais vous donner une anecdote qui est folle. On est en plein Covid. On est en plein Covid. Ceux qui ne se souviennent pas, dans les stations de train, il y avait des policiers, beaucoup de policiers devant. Et ces policiers vous donnaient accès à la gare ou pas par rapport au motif de votre voyage. Moi, sachant la règle, j'ai décidé de m'habiller d'une certaine façon, avec ma coupe de cheveux bien faite, etc. Je suis arrivé avec un langage calme, clairvoyant, un peu distingué. Et quand j'ai parlé au policier, ça a pris 10 secondes. 10 secondes, j'étais dans la gare. Et je peux vous assurer que mon motif n'était pas plus important que le motif que la personne à côté qui était en train de se faire bloquer. Il y avait une personne littéralement à côté de moi qui me disait qu'elle devait aller voir sa fille, etc. Qui est arrivée avec le stress, mal fagotée, et qui était limite un peu, comment dire, oui, qui est passée d'être désespérée à être insultante très rapidement. Je suis rentré en paix, en harmonie dans le train. Je suis parti en Normandie voir ma mère. Je suis resté là-bas quelques jours. Pareil, comment quitter la Normandie pour rentrer? Je dois rentrer moi parce que je dois aller travailler, tout simplement. Il y a plein de personnes, on leur disait, oui mais non, c'est pas une raison valable, parce qu'il y a la maladie qui circule et tout. On parle au moment du pic du Covid. La maladie qui circule et tout, et c'est demander à votre patron de travailler en télétravail. Moi je passe pareil, sans encombre. On m'a même pas demandé. On m'a juste vu ma fiche qui était signée, voir comment j'étais habillé, on m'a laissé passer. Je suis arrivé dans le train, et il y a un policier qui rentrait encore. En fait, il y avait des policiers qui rentraient dans le train pour vérifier les fiches une nouvelle fois dans le train. Il y a un policier qui ne m'a même pas calculé. Et vous savez ce que ce policier a dit? Parce qu'il y a un jeune à un moment qui a couru, habillé littéralement donc en mode la street, survêt, etc. Et ce qui a été drôle, c'est que ce policier a dit, de façon extrêmement, oui, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ouais, raciste. Ouais, mais vous n'avez pas la tête, enfin, vous avez compris, bonne journée, monsieur. Vous n'avez pas la tête. C'est-à-dire que ce policier m'a regardé et s'est dit, lui, ça peut pas être un criminel et ça peut pas être quelqu'un qui va mentir sur son motif. Donc il se prend pas la tête puisqu'il y a plein de gens dans le train. Donc on va à l'essentiel. Quels sont les gens qui ont une tête de suspect? Tu connais la règle. Je t'ai pas dit que la règle elle est bonne, pas dit que la règle elle est sympa, je t'ai pas dit que la règle est une belle règle. Mais tu connais la règle. Pourquoi tu te prends la tête à combattre la règle quand tu peux jouer de la règle pour avancer plus vite? La règle se change que quand on va dans les endroits où les règles se jouent. C'est là-bas que ça change. Avant ça, ça ne se change pas. Pourquoi on respecte beaucoup plus les artistes renois dans la musique? Parce que les artistes renois siègent là où sont prises les décisions. Siègent à la SACEM, siègent dans pas mal de commissions. Ils y siègent. Forcément, si tu sièges quelque part, on commence un peu à te respecter. Tu prends le fait qu'on te dit tu peux siéger. Siège. Devenir député. Deviens député. Deviens-le. Prends un poste à responsabilité, prends-le. Prends-le. Là où tu peux avoir du pouvoir, tu peux changer les règles. Et beaucoup de gens attendent des groupes qui ne sont pas les leurs, qui changent les règles pour eux. Mais non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Un groupe qui n'a aucun intérêt à changer les règles, pourquoi il les changerait pour toi? C'est littéralement même contre-productif. Je ne sais pas si vous imaginez. La justice, en fait, la justice et la morale sont des choses des bonnes gens. Mais moi, je pars du principe que les bonnes gens, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, je ne me prends pas la tête.
La règle dit que, apparemment, moi, ma couleur, on est des gens qui avons moins de connaissances, apparemment, ou ceci, cela. Eh ben, je vais avoir plus de connaissances que toi. Je vais avoir plus de vocabulaire que toi. Je vais avoir plus de recherches que toi. Et quand je vais parler, quand je vais venir maintenant m'exprimer, ton cerveau va être troublé parce qu'il va se dire: ah, mais c'est pas ce que j'ai appris. Ah, ben peut-être que tu as appris un mensonge. Mais pour être sûr que tu as appris un mensonge, il ne faut pas que je sois le cliché que tu connaisses, sinon ça ne va pas aller. Et non, il faut que je sois un être hybride, bizarre, qui permette de mettre en doute ta croyance. Je vous dis vraiment, c'est arrivé à un point où je suis tellement pas classable qu'un jour, il y a quelqu'un qui a totalement oublié que j'étais noir. Et qui commence à dire devant moi: ah, la boîte où vous allez là, ça va? Il y a toujours autant de macaques là-bas. Littéralement. Devant moi. J'ai regardé la personne dans les yeux. Mon cerveau a dit: c'est soit tu le montes en l'air, soit cette personne, je sais que plus jamais de la vie, tu vas lui adresser la parole. Je connais les règles du jeu. Si je le monte en l'air, je suis noir, cette personne n'est pas noire, le policier va arriver, j'aurai tort. Même si j'arrive à dire qu'il a dit un truc raciste, j'aurai tort. Ne prends pas la tête. Regarde-le en souriant. Tu sais que c'est la dernière fois que tu parles à cette personne-là. Calmement, tranquillement. Et quand cette personne a voulu me demander qu'est-ce qui se passe, j'ai même pas répondu. J'ai ghosté cette personne. Il faut avoir la facilité de comprendre que dans une situation, qu'est-ce qui est dans ton intérêt? Qu'est-ce qui est dans ton intérêt? Est-ce que la règle, elle va être avec toi ou contre toi? Est-ce que la règle va te combattre ou te pousser? Et si la règle te combat, comment faire pour que la règle te pousse et ne te combatte pas? Comment faire pour que tu puisses gravir les échelons en utilisant les règles du jeu? Évidemment qu'aujourd'hui que le hip-hop est la musique numéro 1, c'est pour ça que même sur les défilés, il y a des artistes hip-hop. Évidemment qu'on sait tous que c'est parce que c'est un intérêt pour les marques que les gens sont invités. Mais il n'y a aucune marque qui invite quelqu'un sans intérêt. Vous pensez vraiment, enlevez les noirs. Enlevez les noirs. Vous pensez vraiment qu'une marque, quand elle invite quelqu'un, même si cette personne est blanche, c'est juste pour son sourire? Tout le monde est invité pour un intérêt précis, que la marque vende. Quel que soit d'où tu viens, l'intérêt de la marque prime sur tout. Donc si l'intérêt de la marque prime sur tout, toutes les personnes qui sont là sont utilisées autant que toi tu es utilisé pour ta couleur et ta musique. Il n'y a personne qui est plus utilisé que quelqu'un d'autre. Quand tu comprends les règles, tu comprends que vous êtes utilisés différemment. L'autre peut être utilisé parce que c'est une belle blonde. Est-ce que c'est moins dégradant? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Tu es utilisé parce que tu as plein de followers. C'est plus valorisant? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, ton futur est utilisé parce que maintenant, c'est une superstar mondiale pour pousser du Louis Vuitton. Futur, il récupère de l'argent. Il récupère une exposition mondiale, il récupère un positionnement qui le permet de se dire je peux encore aller chercher d'autres deals, puisque maintenant je suis à ce niveau de positionnement. Et je vais être vu différemment aussi dans ma musique. Je vais pouvoir pousser plus loin. Mes deals musicaux vont être plus puissants parce que, regardez les gars, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Les calculs sont simples. À celui qui comprend les règles du jeu. Il n'y a pas de truc à comprendre. Pareillement, évidemment que quand tu es un influenceur renois en France, les marques, elles ne peuvent pas comprendre. Les marques ont un biais raciste, donc elles ne peuvent pas comprendre. Pour elles, il ne va pas vendre. Il ne danse pas. Et nous, on aime bien quand ces gens-là, ils dansent. Ils dansent, ils sont drôles. Bref, quand ce sont des clowns. Ils commencent à être intelligents, commencent à dire des trucs intelligents, on n'arrive pas à marketer cette chose-là. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Parce que qu'est-ce qui va se passer derrière? Il va se passer que toi, tu vas créer une économie derrière. L'économie que tu vas créer derrière, par des livres, par des conférences,
par des expertises, par de la motivation des entreprises, va créer quelque chose d'autre. Moi, ça, je prends le cas avec la danse des lions, parce qu'en ce moment, c'est le nouvel an lunaire. Personne calculait la danse des lions, à part les Asiatiques. Personne. Personne. Et puis, il a commencé à avoir des films, il y a des danses des lions. Puis, il a commencé à avoir de plus en plus de hype autour de tout ça. Et eux, ils ont continué leur truc, continué à perfectionner leur spectacle, continué à avancer, continué à truc. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, dans toutes les maisons de luxe, il n'y en a pas une qui ne fait pas la danse du lion dans son siège aujourd'hui? Qui ne fait pas ce genre d'activation dans leur bureau aujourd'hui? C'est fondamentalement incroyable, me diriez-vous. Eh bien, j'ai envie de vous dire, parce que ces personnes-là ont continué dans leur ligne, ont continué dans leurs règles, ont juste décidé de travailler la chose pour la rendre tellement hype qu'au bout d'un moment, on vienne les chercher. Pareil pour le hip-hop. Il y a du hip-hop hyper hardcore où les gens, tu vois, des guns, des trucs, etc., de la drogue, etc., 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 etc. Mais le hip-hop est devenu le rock'n'roll d'avant. Ce qui fait que la génération qui a grandi avec le hip-hop, qui commence à avoir des places dans des grandes sociétés, commence à appeler les artistes hip-hop pour représenter leur marque. Petit à petit, doucement mais sûrement. Quand tu vois les règles du jeu, tu comprends vite. Tu comprends une chose, c'est qu'en fait, c'est mon image que je dois travailler. Ok, en fait, vous les marques, vous ne pouvez pas visualiser parce que j'ai une coupe de merde, je ressemble à rien, etc. Mes vidéos sont pas... Ok, vous ne savez pas me positionner. Je vais essayer de travailler une couleur, une image, quelque chose maintenant d'un peu plus poussé pour que vous ayez envie de venir vers moi. Donc je vais faire un positionnement intéressant qui va permettre de toucher les targets que je n'arrivais pas à toucher avant et qui va faire que vous, dans votre cercle, ça va commencer à éclore. À un moment donné, quand j'avais un média qui s'appelait Y2 TV, on est parti voir un prestigieux supermarché. Au début, on ne voulait pas nous sponsoriser. Mais qu'on a dit, connaissant les règles du jeu, laissez-nous essayer pendant 3 mois. Si au bout de 3 mois, il n'y a aucun impact, on lâche l'affaire. Au final, ça n'a même pas pris 1 mois que l'entreprise voulait sponsoriser nos vidéos. Parce que, qui on a invité? On s'est pris la tête. Les règles du jeu, c'est quoi? Qui on va inviter qui va faire qu'on aura un impact fort? Comment on va filmer? Comment on va mettre ça en place pour que on nous prenne au sérieux, etc., etc. Quel concept? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on a fini de travailler tout ça, au final, la marque a vu qu'il y avait un intérêt financier à nous garder et à ne pas qu'on aille ailleurs. Parce que l'impact financier de ce qu'on est en train de faire ramène plus de clients, ramène plus d'argent, ramène une aura de leur société au travers de nous. Mais ça, c'est parce que la règle est comme ça. On aurait pu être bête et faire une règle complètement différente en disant, nous, on va à l'encontre des règles, on va pas faire un truc comme ça, on va faire un truc que nous seuls, on aime vraiment. Évidemment que ça n'allait pas marcher. Et évidemment même que ça se trouve, au bout d'un mois, on allait nous dégager. Comprendre également qui tu as en face et comment, même si tu es en train de faire un truc que tu aimes, tu peux l'adapter à la personne que tu as en face de toi. T'imagines, tu vas avoir... t'es un mec, il s'avère que toi, t'aimes faire l'amour, ok? Tu vas le dire dès le premier rendez-vous. Tu vas être comme ça. Tu vas juste venir et dire, bon, on va chez moi. Ah non. Eh ben non. Parce que tu sais qu'en face de toi, la personne, elle peut très mal le prendre. Ça ne veut pas dire que tu es faux avec toi-même. Ça veut dire que tu sais t'adapter à la situation. Il faut convaincre, il faut charmer, il faut séduire. Et puis au bout d'un mois, elle aussi, elle aura envie. Et vos envies vont se rejoindre. Et ainsi, vous allez pouvoir faire ce que vous avez à faire. C'est juste du bon sens. La règle, tu la connais. Pourquoi tu ne suis pas la règle?
Plein de gens, ils n'attendent pas d'avoir de l'argent avant de s'établir dans telle ou telle chose. Surtout les hommes, je ne comprends pas. Il y a quoi qui presse? Pourquoi tu ne te concentres pas sur ta carrière? Pourquoi tu ne te concentres pas sur ton projet? Pourquoi tu ne fais pas booster ton projet avec toute ton énergie que d'être tout le temps dehors en train de boire, en train d'être après les meufs et ne pas construire un avenir? Ça va changer quoi? Que ce soit dans 5 ans que maintenant. Ça va changer quoi? Dans 5 ans, tu seras beaucoup plus fort, beaucoup plus à même de faire des choses, beaucoup plus riche. Tu auras ce que tu veux. Tu seras marié avec la personne que tu veux, tu seras dans un appartement qui sera beaucoup plus conforme à tes standards, tu seras une fierté pour tes parents. Pourquoi ne pas te concentrer sur ce qui peut te permettre d'arriver là-bas? Puisque la règle dit que c'est ça que tu dois faire. Pourquoi ne pas faire les sacrifices pour suivre la règle? La vie est un jeu. C'est même un jeu vidéo. Il y a des règles simples. Tous les jours, tu fais des pompes, tu auras des résultats. Tous les jours, tu lis un livre, ton cerveau va mieux comprendre, va te faire mieux parler. Tous les jours, tu cours, tu gagnes en énergie, en endurance. Ta femme a besoin de quelque chose, tu penses à elle, tu vas faire un truc, même un petit cadeau, tu reviens. Elle va être une bénédiction pour toi. Tes enfants, tu ne t'énerves pas à chaque fois, tu leur parles avec gentillesse et calme. Ils vont finir par se calmer, ils vont finir par être heureux. Au travail, tu connais les techniques, tu sais que tu travailles, tu sais que tu apportes de la valeur à la société. Et bien, si la société ne respecte pas ça, tu sais que tu pourrais être recruté par une autre société. Etc., etc., etc. La chose fondamentale, en tout cas dans cette conclusion, c'est que vous devez connaître la règle de ce que vous êtes en train de faire. Et si vous ne connaissez pas la règle, il faut rentrer dans le cercle de ceux qui connaissent la règle. Quand on ouvre un resto, il y a des règles d'hygiène, il y a des règles pour servir les gens sur un tel ou tel standing, il y a des règles pour faire des cocktails, et il y a des règles surtout pour se faire fournir par tel ou tel endroit pour avoir tel produit. Il y a des règles. Et ce monde est un monde d'ordre. Un monde d'ordre. Ce n'est pas un monde de chaos, c'est un monde d'ordre où il y a des règles, même chez les personnes qui croient aux esprits maléfiques. Même eux suivent des règles. Leurs règles à eux, ils suivent des règles. Ça veut dire que même le mal suit des règles. Alors comment ça se fait que toi, tu ne suis pas de règles? Allez, bonne journée à toi mon pote.